10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Bonjour, il est 16h, merci d'être au rendez-vous pour cette première émission en direct sur Paper Jam TV, à retrouver chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à la même heure. Dans les news aujourd'hui, on évoque les difficultés financières de la société Axoglia Therapeutics, la spin-off de l'Université du Luxembourg, créée il y a 5 ans, et spécialisée dans le développement de médicaments susceptibles de régénérer les cellules humaines. Elle vise ainsi un traitement pour des maladies telles que la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. La société est à la recherche d'un financement de quelques 10 millions d'euros pour poursuivre son développement et conduire les molécules dans une phase clinique beaucoup plus avancée. Malheureusement, elle ne trouve pas d'investisseurs pour l'instant et selon certaines sources émanant du ministère de l'économie, elle serait même en faillite. De son côté, Jalil Kovar, le directeur scientifique de la société, dément qu'il y ait eu la moindre demande de cessation de paiement ou de mise en faillite. Il confirme néanmoins que Axoglia Therapeutics est à la recherche d'un investisseur pour sa reprise. La société était pourtant partie sur de bonnes bases puisque dès 2005, elle avait été primée dans le concours 1, 2, 3 Go. Ensuite, en 2010, Jalil Kovar avait reçu le premier prix au Creative Young Entrepreneur Luxembourg. Ses compétences ne sont donc pas remises en cause, pas plus du reste que le plan gouvernemental de soutien aux biotechnologies. Mais cette difficulté que rencontre la société montre le besoin d'un encadrement différent pour de tels projets qui demandent d'importants capitaux. La Cour des comptes luxembourgeoise a rendu ce mardi son avis sur le projet de budget de l'État 2012. À la lumière de la dégradation de l'environnement économique général, la Cour des comptes ne peut que constater que le gouvernement ne pourra pas tenir son objectif de ramener l'excédent structurel de 0,5% du PIB à l'horizon 2012. L'institution note par ailleurs que l'implication du Luxembourg dans la résolution de la crise de la dette européenne aura évidemment un impact sur le budget de l'État, mais il est impossible à ce stade d'en connaître l'ampleur. La Cour des comptes anticipe par ailleurs en 2013 un nouvel emprunt conséquent pour l'État luxembourgeois, puisque celui de 2 milliards d'euros qui avait été contracté pour financer la prise de participation de l'État dans le capital d'établissements bancaires viendra à échéance. Une perspective qui va donc peser davantage encore sur l'état de la dette luxembourgeoise. La Cour des comptes attend également avec impatience que soit réalisée en 2012, comme annoncé, la revue à mi-parcours de la politique budgétaire. Il s'agira d'évaluer les progrès réalisés et si besoin de prendre de nouvelles mesures afin de réaliser l'objectif de le retour à l'équilibre budgétaire qui est toujours espéré pour 2014. Autre avis sur le budget, mais beaucoup plus virulent, celui-là. Il s'agit de la Chambre de commerce qui parle d'une insouciance inacceptable de la part du gouvernement. L'organisation patronale tire ainsi la sonnette d'alarme et se demande comment la coalition gouvernementale entend affronter les défis de la profonde crise économique mondiale persistante. Elle reproche notamment au pays d'avoir choisi de s'enfoncer dans le déficit plutôt que de mener à bien les réformes nécessaires. Et de fait, d'avoir établi un budget 2012 qui ne tient compte ni de la crise de confiance des investisseurs, ni celle des consommateurs, pas plus que des risques d'inflation. La Chambre de commerce reproche notamment au gouvernement d'avoir établi son budget sur des prévision de croissance de 2,1% pour 2012, alors que les dernières données du Statec font état d'une hausse du PIB limitée à 1%. Elle met également en avant un problème de gouvernance qui est à l'origine de l'absence des réformes structurelles attendues et une surévaluation des recettes fiscales. La Chambre de commerce demande ainsi à ce que soit instaurée une nouvelle culture budgétaire qui soit basée sur une réelle évaluation des politiques mises en œuvre et à l'aide d'indicateurs clés de performance. Enfin, sans surprise, le président du Parti libéral, Claude Maïch, a également été élu à la tête de la fraction parlementaire du DP. Il succède ainsi à Xavier Bettel, qui a abandonné cette fonction pour se consacrer à son nouveau statut de bourgmestre de la ville de Luxembourg. Bientôt âgé de 40 ans, ce sera le cas le 27 novembre prochain, Claude Maïch est depuis 1999 député. Il est président du Parti libéral depuis octobre 2004. Il est également bourgmestre de la ville de Differdange depuis 2002. Toutes ces news sont à retrouver évidemment sur www.paperjam.lu. Après une courte pause, rendez-vous avec notre premier invité, Alain Bervic. Vous souhaitez construire, acheter ou transformer un logement ? De nombreuses voies s'ouvrent à vous. Quel terrain ou objet acheter ? Quelles démarches effectuer ? Quelles assurances contracter ?
quelles aides étatiques demander et puis surtout, comment financer votre projet. Les conseillers de la Banque et Caisse d'épargne de l'État vous guident dans vos démarches et déterminent avec vous la formule de financement adaptée au logement de vos rêves. Banque et Caisse d'épargne de l'État, le bon plan pour accéder à votre logement. Alain Bervig, bonjour. Bonjour. Vous êtes la CEO de RTL Luxembourg. Merci de nous faire l'honneur d'être présent pour notre premier rendez-vous sur paperjam.tv. Vous êtes un grand spécialiste de la télévision à Luxembourg. Avez-vous le sentiment que le lancement de cette nouvelle chaîne va dans un mouvement d'une nouvelle façon de consommer la télévision au Luxembourg ? De consommer la télévision, certainement. On peut voir ça sur le mobile. À titre indicatif, je peux vous dire la consommation quotidienne sur le mobile est de 2% sur les jeunes, 12-24 ans, d'1% sur la population 12-49 ans. Donc déjà une certaine audience que RTL a sur le mobile. Donc certainement il y a un marché et ça, c'est l'avenir, c'est-à-dire les gens veulent consommer le média là où ils sont, c'est-à-dire on diffuse et on consomme là où on a envie. Donc, en fait, il y a certainement un besoin, oui. Alors, on va justement le voir en images, les différentes façons de pouvoir consommer le média télévision. Lützburg schlacht auf Straat bei Reusner und die coolsten Telefonautos genauso viel programmiert. Von dann noch iPhone-App vun RTL huet Riesesuse. Wann net nëmme 4 Stunden wär se bei hirem Lancement am Juni am Lützebauer App Store op Nummer 1. A vum September runlo ass d'Applikatioun och fir den iPad disponibel. On voyait en fait cette vidéo qu'effectivement un programme de télévision était ensuite relayé sur une tablette, sur un smartphone. Oui. C'est ce que vous disiez clairement. Aujourd'hui, la télévision, c'est quasiment quand on veut, où on veut. Oui, quand on veut, où on veut. Et également, ce qui est important pour l'annonceur, dans ce cas-là, sa pub est diffusée et vue justement à l'endroit où les gens le veulent, ce qui fait augmenter la consommation du média télé, à l'inverse que tout le monde prédit mondialement. L'Internet prend la télé. Non, c'est pas vrai, il est complémentaire. Est-ce que cela modifie justement la façon de faire de la télé quand on s'appelle RTL ou quand on est un grand broadcaster ? Techniquement, oui. RTL avait fait quand même ses choix il y a 10 ans, c'est-à-dire on retrouve les contenus sur toutes les plateformes. Au niveau des contenus, oui, partiellement. Sur le mobile, naturellement, vous trouvez des contenus. Un grand film ne serait pas regardé sur le mobile, donc il s'agit plutôt de contenus de courte durée, court et précis, c'est certain, mais également nous voyons des pics extrêmes, par exemple lors des étapes du Tour de France, des grands events où les Luxembourgeois sont en tête peloton, vous montez à des audiences en télé de 55%, dont 20% sur l'Internet et le mobile, qui est consommé au travail ou sur une plage, sur un lac à l'étranger, etc. Donc les audiences augmentent énormément, oui. Et finalement, est-ce que c'est important pour un diffuseur de savoir sur quel support son programme sera regardé, que ce soit TV ou smartphone ou iPad ? Non, en fait, non, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que, naturellement, il y ait le nombre de spectateurs qui le regardent, que cette audience soit vendue à l'annonceur, ce qui est le but principal d'une chaîne qui n'est pas une pay TV, en fait. Oui. Alors, entre 2000 et 2011, le temps moyen passé par les gens devant la télévision a augmenté de quelques 35 minutes. Il est maintenant d'un peu plus de 2h30 par jour. Il est même de 3h20 même par jour, en moyenne. Est-ce que la multiplication des supports va peut-être permettre à ce temps moyen d'augmenter, puisqu'on pourra le voir plus facilement, la télévision ? Oui, absolument. C'est justement ce qui se passe. Le temps qui est attribué à regarder la télé a augmenté, donc la consommation télé a augmenté. On dit toujours que l'Internet, ça va au détriment de la télé. Non, les gens consomment aujourd'hui à 80 minutes l'Internet, comme vous le dites juste, entre 2h30, 3h30, voire même plus la télé. En Europe, dans le monde entier, la consommation télé augmente.
L'Internet, à titre d'exemple, au Luxembourg est aujourd'hui la consommation Internet à 60% par jour, la consommation TV à 90% par jour. En minutage, ça fait 80 minutes pour l'Internet et 180 minutes pour la télé. Donc les deux sont complémentaires. En fait, vous le voyez également lors de grandes émissions, Deutschland sucht den Superstar, la recherche, la nouvelle star, à titre d'exemple. Les gens vibrent, ils sont motivés, ils ont leur fan club, ils sont pour, ils sont contre. Donc ils échangent, ils font ces échanges via Internet, via des chats, via d'autres services, et en fait regardent encore plus la télé. Donc ce qui fait augmenter la télé. Pour vous, pour RTL... La consommation télé. Oui, la consommation, bien sûr. Pour vous, RTL, la diversification des canaux de diffusion a toujours été une stratégie en tant que telle? Certainement, c'était une des priorités depuis le début, et pas seulement pour la télé, c'est pour la radio. Pour nous, les trois médias, radio, télé, Internet, sont complémentaires, et on essaye de prendre les auditeurs vers la télé et les téléspectateurs vers l'Internet et vice-versa. Donc c'est complémentaire, absolument. Il y a encore de la place pour faire des choses nouvelles en la matière, en matière de support de diffusion, ou est-ce qu'on arrive maintenant à peu près à avoir fait le tour de ce qu'il est possible de faire? Non, il y a toujours de la place, et je pense que la preuve est ce que vous faites dans un créneau spécifique. La télé ciblée pour un créneau, il y a une place également au Luxembourg. Oui. Mais pour vous, RTL, une fois que vous êtes présent sur effectivement les trois médias, vous pouvez encore vous développer? Oui, nous pouvons nous développer justement en créant de nouveaux formats. Les téléspectateurs, la télé live, ils sont toujours à la recherche de la télé live qui est chère naturellement par rapport à la taille du marché, c'est certain. Mais la télé live représente toujours 90% de l'auditoire. Puis vient la télé en différé, c'est-à-dire le replay, où on recherche les contenus qu'on veut. La vidéo on demand augmente également. Vous voyez également des nouveaux entrants, pas que les chaînes qui les offrent, mais comme la télé de la Poste au Luxembourg ou Netflix qui vient en Europe, qui a un énorme succès, mais ça ne va pas au détriment de la télé classique. RTL à Luxembourg a une position assez particulière parce qu'elle n'a pas de concurrence, contrairement à dans tous les autres pays où il y a plusieurs chaînes commerciales de haut niveau qui existent. Ça ne vous manque pas parfois d'avoir ce manque de concurrence? Oui et non. RTL est en concurrence justement avec les chaînes étrangères parce qu'un avantage du téléspectateur, pour lui, il a une télécommande. Donc ce qui ne lui plaît pas, il peut éteindre, il peut changer de programme. Donc les téléspectateurs au Luxembourg ont énormément de chaînes allemandes, françaises, belges et autres. Vous avez des centaines de chaînes, donc il a le choix. En fait, au niveau de l'écran, nous sommes en concurrence au niveau de ce qu'on voit à l'écran avec les chaînes étrangères, et on nous compare. Ce qui est difficile, c'est un petit marché, vous avez des petits moyens. Au niveau du local, naturellement, actuellement, nous n'avons pas de concurrence. Nous avions de temps en temps des petits concurrents qui ont disparu, mais je pense qu'il y a de la place, justement, ce que je disais, pour des petits créneaux spécialisés qui trouveront également leur tranche dans le gâteau. Et il faut réfléchir également qu'un RTL a intérêt à ce qu'il y ait des concurrents. Nous l'avons vu en radio en 92, il y avait une radio monopoliste RTL. Avec l'arrivée de nouveaux entrants, le gâteau publicitaire a augmenté, la part pour le média radio a augmenté, et c'était un net avantage. Nous savons que nous développer avec des concurrents parce que la part, le gâteau publicitaire augmentera encore pour la télé et la part attribuée à RTL sera plus grande. Donc nous félicitons les nouveaux entrants. Merci beaucoup Alain Berwick pour ce regard porté sur la télévision. Après une courte pause, nous retrouvons notre deuxième invité, Pete Henschen. Hutwiel.
Peter Chen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président-directeur général du groupe d'assurance La Luxembourgeoise, ou plutôt devrait-on maintenant dire La Lux, parce que vous venez récemment de changer de nom. Pourquoi justement ce changement de nom? Très bonne question. Je crois que c'est d'abord un nom moderne et on aurait plutôt dû nous demander pourquoi n'avez-vous pas changé plus tôt notre nom. Nous avons fait un effort important ces dernières années au niveau de l'innovation de nos produits, au niveau de l'extension des garanties, au niveau également des services d'assistance, voire de confort. Et malgré tout, bien que la communication ait été basée surtout sur le sport et la musique rock, dans les sondages apparaissait quand même que notre nom était toujours d'un côté vu comme étant représentatif de tradition, de force, de savoir-faire, mais de l'autre côté, on a attribué une image plutôt vieillotte. Et donc, nous avons pensé que changer de nom, c'est exprimer, c'est donner un signal fort envers le marché pour montrer que nous avons beaucoup évolué par rapport à notre passé et que nous sommes, je crois, ou nous avons du moins l'ambition de devenir le benchmark de notre marché. Alors, ce n'est pas le seul changement que vous vivez actuellement, parce que vous avez aussi déménagé, vous venez de prendre possession de vos nouveaux locaux à Leudelange. Pourquoi ce choix de Leudelange plutôt que de rester en ville où vous étiez depuis quasiment un siècle? Oui, si je peux enchaîner sur la première question, donc le moment, effectivement, il est lié au fait que nous avons construit un nouvel immeuble et qu'il fallait réfléchir lorsqu'on change l'adresse, lorsqu'on redéfinit le signalétique. Évidemment, on parle de corporate et donc nous avons fait une réflexion profondeur sur notre corporate et je crois que nous avons été bien conseillés que la nouvelle image devrait plus correspondre aux attentes de nos clients. Pourquoi Leudelange? Je crois que là, il faut regarder un peu la démarche que nous avons adoptée dans le passé. Déjà dans les années 90, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de disposer d'un terrain au périmètre, à la périphérie de la ville de Luxembourg pour avoir l'option de construire un jour. Nous étions assez à l'étroit en ville. C'était un immeuble qui avait plus de 40 ans, qui était peu flexible, qui ne correspondait plus du tout aux standards des immeubles de bureaux modernes. Donc, il était évident que nous devions un jour quitter le site, et si ce n'était que pour faire une transformation en profondeur. Pourquoi Leudelange? Nous avons alors fait tirer un périmètre de 10-15 km à partir de la ville pour voir un peu quelles étaient les zones qui pourraient être intéressantes. Et Leudelange, justement, à l'époque, était en train d'être préparé. Donc, il n'y avait pas encore de PAP ni d'autorisation de la part du ministère, mais ça s'annonçait. Nous étions très tôt dans le processus, ce qui nous a permis d'acquérir un terrain relativement important de presque 1,5 hectare. Ce qu'il faut dire, Leudelange est très bien placé au niveau des accès aux routes. Il est vrai que les transports publics, nous espérons qu'ils vont encore se développer, mais de l'autre côté, un site comme Leudelange nous a forcé de réaliser une autre architecture. Si au centre-ville, le bâtiment était relativement élevé et qu'on pouvait accéder facilement tous les étages par ascenseur. Ici, par contre, nous avons un campus de 5 immeubles avec seulement 3 étages qui étaient autorisés et avec un système intelligent de passerelles entre les bâtiments qui, là aussi, crée des raccourcis. Donc, c'est un tout autre concept. Et c'est un bâtiment qui crée une toute autre forme de communication. Également un tout autre confort de travail pour les employés. Vous avez le sentiment que quelque part, c'est vraiment une nouvelle ère qui commence pour la Lux? Je pense bien que oui. Donc, même si sur le marché, je crois que après les innovations et les efforts de développement que nous avons faits ces dernières années, nous n'allons pas avoir des grandes étapes à franchir, donc il n'y aura pas de grands changements dans un avenir proche. Mais la façon dont on travaille, la motivation qu'on trouve dans un nouveau bâtiment sont tout aussi importantes. Nous avons aussi une flexibilité très grande au niveau de l'organisation de notre travail que nous n'avions pas. Nous avons surtout une très large ouverture des différents plateaux de bureau, de l'immeuble en général, ce qui veut dire communication, contact permanent avec ses collègues de travail. Et vous le mentionniez, nous avons un certain nombre d'infrastructures que nous avons prévues, étant donné que nous sommes plus au centre-ville, mais que nous nous trouvons là à un site où l'offre de services, où les commerces sont plus rares.
Donc nous avons à côté d'un restaurant également une brasserie qui, elle, donc, est la prolongation de ce que je viens de dire. Donc la communication se fait beaucoup dans le forum à l'entrée de notre bâtiment. Nous avons des infrastructures de fitness. Là aussi, ça permet d'un côté de concrétiser le souci que nous portons pour nos employés au niveau de leur santé, mais de l'autre côté, le sport, ça crée de nouveau des contacts, ça crée des liens. Et troisièmement, nous avons aussi prévu à partir du mois de janvier d'organiser une crèche également sur le site, là aussi pour prendre nos responsabilités vis-à-vis des familles, vis-à-vis de nos employés qui ont alors plus de liberté, plus de choix pour organiser un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Donc vous quittez finalement le centre-ville de Luxembourg sans trop de regrets? Il y a toujours un pincement au cœur quand on franchit une telle étape, étant donné que depuis notre Constitution en 1920, nous étions localisés au même endroit et que ma famille a même habité là pendant un certain temps. Donc il y a un fort ancrage au site. Ceci étant, il faut aussi reconnaître les signes de son temps. Nous avons voulu rendre possible le projet de la ville de Luxembourg de réaménager le centre urbain, de redonner une nouvelle attractivité à ce site et avec tout le bénéfice pour les commerçants de la ville haute. C'était aussi, comme je vous viens de vous dire, nous étions contraints de quitter pour éventuellement revenir lorsqu'on a l'opportunité d'aller dans un aussi beau bâtiment que celui que nous avons conçu et que de l'autre côté, la ville de Luxembourg peut, elle, réaliser un projet qui est vital pour le commerce, alors on quitte quand même, je crois, avec une très bonne conscience. On parle bien sûr du projet Amilius. Merci beaucoup, Piet Chen, d'être venu sur ce plateau en direct aujourd'hui. Je vous en prie. Après une courte pause, on va parler de propriété intellectuelle. Toute notre créativité au service de vos événements. Stéphane Tretter. Il y avait ce matin à l'abbaye de Neumünster la session des workshops organisés par le Paper Jam Business Club. Parmi les différents thèmes qui ont été abordés, celui de la propriété intellectuelle et notamment des conséquences de la loi qui est entrée en vigueur en 2008 au Luxembourg. Pour en parler, Pierre Kien de l'Office Freilinger, il est interviewé par Vincent Ruck. Je reçois aujourd'hui Pierre Kien de l'Office Freilinger qui, dans le cadre du Paper Jam Business Club, a tenu un workshop sur la propriété intellectuelle. Monsieur Kien, bonjour. Bonjour. La propriété intellectuelle, est-ce qu'on peut en tirer un véritable avantage financier au Luxembourg ? Bien entendu, et pas seulement au Luxembourg. Donc la propriété intellectuelle vous permet d'avoir un monopole d'exploitation sur les créations que vous avez faites. Et par ce biais, vous pouvez évidemment faire un bénéfice. Et avec la nouvelle loi au Luxembourg, vous avez un avantage fiscal avec les revenus, en relation avec les revenus nets de la propriété industrielle. Est-ce que vous pouvez rapidement rappeler les règles d'exonération de la loi ? Bien sûr. Donc il y a 80% des revenus nets qui sont exonérés. Ce sont les revenus nets sur les royalties, les licences que vous donnez sur les brevets, les marques, les dessins et modèles, les noms de domaine et les droits d'auteur sur les logiciels informatiques. Voilà. On a vu qu'il y a un certain nombre d'entreprises, ça fait partie de la stratégie nationale du pays pour attirer bien sûr, des entreprises vers le Luxembourg. Mais est-ce que du côté luxembourgeois, ça a été l'occasion pour les entreprises de prendre conscience qu'elles pouvaient investir et avoir du retour sur investissement dans le domaine de la propriété intellectuelle ? Je crois qu'il y avait déjà des entreprises innovatrices au Luxembourg, bien sûr. Ces entreprises maintenant sont confrontées à cette loi et donc doivent la mettre en œuvre, ce qui n'est pas toujours évident pour les sociétés qui sont déjà implantées à Luxembourg. Il y a un effet d'apprentissage avec la législation qui est important ou est-ce que c'est plus marginal ?
Bien entendu, donc c'est une question de mettre tout ça en pratique. Ça a des aspects comptables non négligeables, donc il faut que les sociétés s'habituent à mettre en place des outils pour, par exemple, chiffrer les dépenses qu'ils ont eues avec un certain projet de propriété intellectuelle. Ces projets donc, demandent du travail en interne, d'abord pour créer ce qui est protégeable, ensuite pour le protéger correctement, après pour générer des revenus sur base de ce qu'on a protégé. Est-ce que les entreprises de toutes les tailles peuvent s'attaquer à un projet comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir des petites PME dire « Oula, ça c'est une affaire de grande, moi je fais mon travail même si j'innove mais je ne protège pas ». C'est le risque de chacun à prendre, donc c'est chacun qui doit prendre la décision de protéger ou pas. Il est aujourd'hui, en tout cas, certain que si vous n'avez pas de protection, vous vous exposez, et la protection, contrairement à ce que l'on dit toujours, n'est pas très chère. C'est pas très cher, mais est-ce qu'il y a deux choses? Il y a les frais financiers, il y a les frais administratifs et organisationnels. Est-ce que c'est simple malgré tout pour tout le monde? C'est complexe, mais c'est tout à fait gérable. Donc je pense qu'il faut, on ne plonge pas comme ça dans un projet pareil. Il faut mettre en place un certain nombre d'outils et ensuite donc il faut avoir un plan. C'est comme partout, il faut avoir un plan, donc il faut le mettre en œuvre. Est-ce que la loi a eu de bonnes répercussions vers l'étranger? Est-ce que ça a réussi à faire venir un certain nombre de sociétés vers le Luxembourg? Au départ, tout le monde était un peu déçu puisque ce n'était pas la foule, donc les gens ne faisaient pas la queue devant la porte. Mais je crois qu'entre-temps, donc les gens, les industriels ont pu prendre connaissance de la loi, de la façon dont c'est appliqué, et il y a des premières sociétés qui se sont implantées, qui utilisent cette nouvelle loi comme cause finalement d'être venus à Luxembourg. Mais ça prend du temps. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Keane, et puis à une prochaine fois. Merci. Voilà, et tout au long de la semaine, vous retrouverez les différentes interventions qui ont eu lieu ce matin à l'occasion donc de la matinée de workshop du Paper Jam Business Club. Vous retrouverez également bien sûr toutes les informations dont nous avons parlé aujourd'hui sur notre site www.paperjam.lu. Demain à 16h, nos deux invités seront Wafa Moayed de l'Institut des réviseurs d'entreprise et Rachel Gessler de la Chambre de commerce. C'est la fin de ce premier journal sur Paper Jam TV. Merci beaucoup d'y avoir assisté. Et nous vous souhaitons une excellente fin de journée à toutes et à tous.